Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, good afternoon. My greetings to you from. Excellences, collègues, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je suis moi-même au siège de l'UNESCO ici à Paris. Avant toute chose, je tiens à vous informer que cette réunion se tiendra en deux langues. Vous l'avez peut-être déjà vu tout à l'heure. Les langues sont donc l'anglais et le français. Et le lien se trouve au bas de l'écran. Je suis Mohamed El Farnawani, directeur de la division de la coordination des priorités pour l'Afrique au secteur des priorités pour l'Afrique et des relations extérieures. Avec mes collègues des sciences naturelles et de l'éducation, ces deux secteurs de l'UNESCO, je suis très heureux de vous accueillir à cette série de séminaires des chaires UNESCO qui s'intitule Transformer la connaissance pour l'avenir de l'Afrique. L'Afrique est l'une des deux priorités globales de l'UNESCO. Voilà pourquoi cette série de séminaires met l'accent sur des sujets clés en Afrique et a pour objectif d'essayer d'apporter un lieu interdisciplinaire pour les chaires UNESCO et les autres experts du réseau pour échanger autour des 5 programmes phares de la stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 2022-2029. Priorité stratégie opérationnelle qui a été adoptée par les États membres à la dernière session, à la session de novembre 2021 de la Conférence générale de l'UNESCO. Les séminaires sont également une contribution pour le thème de l'Union africaine, thème de l'année 2024, consacré à l'éducation. L'importance de notre webinaire aujourd'hui, qui porte sur la science en Afrique, la renforcer et améliorer la recherche et la collaboration par l'accès à distance et la mise en réseau. Eh bien, l'importance donc de ce webinaire est cruciale. C'est un événement qui se tient étroitement, qui est lié en tout cas au programme phare 5 de l'OBSAR, renforcement de la science ouverte, du développement des capacités en sciences fondamentales et appliquées, ainsi que de la recherche scientifique, à l'appui de l'innovation et du recours aux technologies dans les domaines des sciences océaniques, de la résilience face au changement climatique et de la gestion des ressources en eau en Afrique. Le webinaire qui nous rassemble aujourd'hui cherche à souligner l'importance cruciale de favoriser la collaboration scientifique et de la promotion des avancées et de l'innovation scientifique pour répondre aux défis majeur du contexte africain, mais également souligner l'importance d'un engagement collectif pour lever des connaissances, de l'expertise pour le développement durable et l'investissement collectif dans les sciences africaines. Tout cela pour l'Afrique que nous voulons, qui est le thème pour 2063, l'agenda 2063 de l'Union africaine, l'Afrique que nous voulons. J'espère que ce webinaire vous sera utile, qu'il vous motivera, puisque nous avons un bon nombre d'intervenants distingués, passionnants. Si vous avez des questions, je vous invite à les noter dans la chat box, dans le chat, avec le nom de l'invité à qui vous adressez votre question. Alors, j'ai l'honneur d'inviter en guise d'ouverture Monsieur Mohamed Belhossein, le professeur commissaire à l'éducation, aux sciences, à la technologie et à l'innovation de l'Union africaine, et il va nous dire quelques mots en guise d'introduction, les propos liminaires de Monsieur Belhossein. Est-ce que vous êtes avec nous, Monsieur Belhossein? Bonjour, professeur. Comment allez-vous? Mohamed, salam alaikum. Wa alaikum salam. Malheureusement, la réunion d'aujourd'hui n'est pas interprétée en arabe. J'ai eu l'occasion de rencontrer Monsieur Anthony Kouakou et j'ai le plaisir, Monsieur le SDG, et pour le PAX. J'ai vraiment l'honneur d'être ici. Je remercie l'UNESCO de m'avoir invité à ce webinaire qui, comme vous l'avez dit, Monsieur El Farnawani, est un séminaire d'une très grande importance. Vous le savez, la collaboration dans le domaine de la recherche n'est pas nouvelle, en Afrique. Certains et certaines considèrent que l'Afrique se dote de collaboration plus internationale
que continentale. Il faut pour autant se pencher vers l'Afrique. Il y a une lacune d'infrastructure qui empêche les collaborations transfrontalières au sein de l'Afrique. L'Afrique compte sur les pratiques scientifiques pour le partage de connaissances et le développement de la recherche comme un moyen d'inspirer de nouvelles innovations. La science ouverte est un renouveau non seulement pour l'Afrique, mais pour le reste du monde. Les États y tiennent beaucoup. Ils ont créé des politiques publiques, des cadres qui permettront à ce sujet de la science ouverte de se développer. La science ouverte est guidée par des principes clés, à savoir l'accès ouvert aux données, les données équitables, c'est-à-dire faciles d'accès, interopérables, comparables et réutilisables. Il s'agit également de sciences citoyennes, inclusives, participatives et d'autres piliers également. En développant la stratégie de la science ouverte pour l'Afrique, les experts ont noté que la prolifération de données numériques et les tendances numériques mondiales sont des nécessités pour la pratique de la science ouverte. Voilà où le lien entre l'accès à distance et les réseaux est important. La pandémie de Covid nous a bien montré que le monde peut toujours fonctionner sans interaction physique. C'est devenu une habitude à présent de travailler de cette manière. Fournir des données, avoir accès aux données à distance, c'est désormais absolument critique pour nos activités du quotidien. Je prends un exemple. Le suivi mondial pour l'environnement et la sécurité en Afrique, que l'on appelle le JMES en Afrique, c'est le programme phare de l'Union africaine qui rassemble des autorités publiques, des universitaires, des institutions de recherche, le secteur privé et d'autres parties prenantes autour de l'observation de la Terre. Par exemple, grâce à l'accès libre de données d'observation de la Terre et grâce à une capacité d'analyse et de traduction de ces données en informations concrètes et grâce également au développement d'éthique, le programme aide les pêcheurs au Ghana en leur apportant des prévisions météorologiques océaniques avec des informations sur la houle, sur l'intensité de la houle et des vagues, ce qui permet aux pêcheurs de gérer les horaires auxquels ils vont pêcher. Ils savent à quelle heure ils peuvent aller pêcher en toute sécurité, ce qui a réduit considérablement le nombre de décès, de 16 décès en 2015 à 1 décès seulement en 2022. En Afrique centrale, dans le cadre de ce programme, la Commission internationale du bassin Congo-Ubangi-Sanga a développé une application pour smartphone. Cette application permet aux capitaines des bateaux de recevoir 2 fois par jour des informations sur le niveau de l'eau sur le fleuve Congo, pour lequel qui en tout cas est le lieu de 80% des transactions économiques en Afrique centrale, ce qui permet aux capitaines des navires de naviguer en toute sécurité. Cela évite aussi de diminuer le nombre de transactions économiques et les retards dans les déplacements des personnes et des produits. Pour finir, l'outil de prédiction IGAD, le centre de prédiction de Nairobi, a organisé ou a créé un système quasiment en temps réel qui utilise l'observation de la Terre et des informations satellites notamment pour prévoir les sécheresses avec des informations pertinentes pour prévoir les sécheresses, notamment le taux de précipitation, des modélisations de l'humidité de la Terre, etc. Voilà des exemples tout à fait concrets de situations où la science ouverte, la recherche, la science appliquée et la technologie, ensemble, apportent de l'innovation pour les communautés et pour le développement économique. Mais pour que cette utilisation devienne une habitude et pour qu'elle profite à tous et à toutes, il faut que les États renforcent en Afrique la capacité d'accéder à ces réseaux, ce qui facilitera aussi
les activités de la science ouverte. Il est donc impératif que le continent s'attarde aux deux pierres angulaires de la plateforme de la science ouverte qui positionne les scientifiques africains en figure de proue des données dans les sciences africaines. Premièrement, permettre la création d'infrastructures fédératrices, notamment des pratiques pour soutenir la science ouverte dans cette ère du numérique que nous traversons. Deuxièmement, il faut des réseaux d'excellence en sciences ouvertes. Réseaux qui soutiendraient les scientifiques et autres parties prenantes dans l'accumulation et l'utilisation de données modernes et de ressources pour optimiser les atouts économiques, scientifiques et sociaux de la science ouverte. Alors, bien que les États membres soient les acteurs centraux de cette situation, chacun et chacune d'entre nous joue également un rôle clé. Nos idées, nos découvertes, nos collaborations ont le potentiel de transformer l'histoire, d'améliorer les vies d'une multitude de personnes dans le monde et particulièrement en Afrique, à condition évidemment que ces idées et ces découvertes soient faciles d'accès et accessibles à distance par le biais d'initiatives communes telles que la stratégie africaine continentale pour l'éducation, ou l'innovation sciences, technologies et innovation, la STISA pour l'Afrique. Nous pouvons nous adapter à cette ère d'avancée et d'évolution rapide et d'interconnexion mondiale. L'examen en cours de notre CESA, donc la stratégie sur l'éducation, et CISA, seront des opportunités considérables et une plateforme pour la Commission de l'Union africaine pour mobiliser les États et les partenaires pour repenser les modèles d'éducation, de développement de compétences, ainsi que la connectivité et l'infrastructure nécessaires pour des recherches fructueuses, utiles et ayant un vrai impact par le biais de l'accès à distance et des réseaux. Dans cette initiative, je nous encourage tous et toutes à profiter des opportunités qui vont se présenter à nous. Nous trouverons la force de faire avancer cette initiative pour améliorer la vie de tous et toutes, pour avancer avec un esprit ouvert, un esprit de partenariat, en respectant la diversité de nos différents mandats, de nos différentes voix et de nos expériences à chacun et chacune. Je ne doute pas que ce webinaire nous permettra d'avoir des discussions extrêmement fructueuses, de proposer des idées innovantes et de créer de nouveaux liens qui continueront à perdurer bien au-delà de notre réunion de ce jour. Profitons donc de l'occasion qui nous est offerte pour promouvoir la connaissance, l'innovation et contribuer collectivement au progrès de la recherche et du développement en Afrique et au-delà. Je vous garantis que mon département, ma division est tout à fait prête à renforcer notre collaboration avec toutes les parties prenantes et tout particulièrement avec l'UNESCO dans ce domaine dans lequel il me semble que nous pouvons faire bien plus que ce que nous faisons jusqu'à présent. Nous travaillons étroitement avec d'autres départements, mais renforçons toujours plus notre coopération dans ce domaine, car c'est l'avenir qui est en jeu. Et c'est ce qui nous permettra aussi de saisir les opportunités que nous offre l'ère du Big Data. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vous remercie encore de votre invitation. Merci beaucoup, Monsieur le Commissaire. Nous comptons sur cette collaboration et sur votre soutien. J'invite à présent Monsieur Anthony Kwaku Oemeng-Boama, sous-directeur général pour la priorité Afrique et les relations extérieures à l'UNESCO. Il va à son tour nous faire quelques remarques liminaires. Merci, Mohamed. Excellences, chers professeurs, chers jeunes scientifiques, mesdames et messieurs. Monsieur le professeur Beloussine, je suis très heureux de vous revoir et je me réjouis par avance du renforcement de ce partenariat entre l'UNESCO et l'Union africaine. Je suis très heureux de vous accueillir tous et toutes à ce séminaire des chaires UNESCO pour le renforcement de la science africaine, l'amélioration de la recherche et la collaboration par l'accès à distance et la mise en réseau.
Dans cette réunion, dans le contexte de la priorité Afrique de l'UNESCO et tout particulièrement l'un de nos programmes phares sur la stratégie opérationnelle pour la priorité Afrique 2022-2029, et nous mettons l'accent sur les sciences naturelles dans ce programme phare pour le développement durable en Afrique. Cette initiative collective tombe à point nommé et les actions que nous mènerons dans le cadre de cette initiative sont très importantes. Nous allons ensemble créer des ponts, autonomiser la communauté scientifique en Afrique. Et notre objectif dans ce séminaire est double. Tout d'abord, transformer la connaissance pour l'avenir de l'Afrique et deuxièmement, autonomiser la science africaine par le biais de solutions innovatives. Et tout ceci s'aligne parfaitement avec les objectifs de développement durable, Agenda 2030 des Nations Unies, ainsi que l'Agenda 2063 de l'Union africaine. En s'y engageant, nous soulignons tous et toutes l'importance de travailler aux objectifs de développement durable. Ces quelques dernières années, la communauté mondiale a de plus en plus reconnu le rôle indispensable de la collaboration scientifique pour répondre aux défis pressants, aux défis urgents du monde. Au fil des années et des siècles, les scientifiques africains ont montré leur capacité à contribuer considérablement dans différents domaines. Néanmoins, pour de nombreux scientifiques africains, l'accès aux infrastructures scientifiques de pointe reste un objectif très difficile à atteindre. Le manque d'accès aux ressources, notamment des laboratoires de pointe, des équipements spécialisés et des données cruciales, des sources de données, eh bien, limite le potentiel des scientifiques africains. Les contraintes administratives, commerciales, financières renforcent toujours plus ces défis. Et ça n'est pas un problème uniquement pour les chercheurs à titre individuel, c'est aussi la preuve d'un obstacle systémique pour notre capacité à innover et à résoudre des problèmes. Ce webinaire n'est pas seulement un forum de dialogue, c'est aussi l'occasion d'opérer des changements, de souligner le potentiel transformatif de l'accès garanti aux scientifiques africains à des infrastructures scientifiques de pointe. L'initiative qui nous réunit aujourd'hui ne cherche pas seulement à combler des lacunes, il s'agit aussi de redéfinir les éléments importants de la collaboration scientifique et de l'innovation. En utilisant les technologies numériques et les plateformes de partage de données, ainsi que la collaboration virtuelle et les outils qu'elles proposent, nous pouvons créer un nouveau paradigme. Cette approche permettra aux chercheurs, chercheuses africains et africaines de mener des expériences, d'utiliser des équipements de pointe et de collaborer avec des homologues internationaux. Et c'est un pas de plus vers la démocratisation des connaissances, de l'accès aux données et de l'amplification de l'impact mondial de la recherche africaine. Nous en appelons au cher UNESCO et au réseau, ainsi qu'aux experts des différents domaines, à s'engager dans ces questions clés. Ensemble, nous pouvons créer un avenir où les barrières géographiques, les obstacles et les frontières géographiques ne limiteront plus les contributions des scientifiques africains à l'ensemble des contributions scientifiques du monde. Nos efforts collectifs pourraient donner la possibilité aux scientifiques et aux chercheurs non seulement d'apporter beaucoup à leur communauté, mais d'apporter aussi, grâce à leur contribution, beaucoup à la communauté internationale. Aujourd'hui, nous ne sommes pas là uniquement pour parler d'idées, mais nous créons le chemin vers la fin des barrières géographiques. Nous avons pour objectif de transformer ces défis en opportunités de collaboration et d'innovation. Nos efforts collectifs sont absolument cruciaux pour construire ensemble un avenir où les scientifiques africains et africaines ne sont plus limités par les distances physiques et peuvent faire profiter leurs connaissances et leur innovation à leur communauté, mais également aux communautés internationales. Profitons de cette opportunité pour transformer nos visions en réalité. En unissant nos forces, nous pouvons libérer le plein potentiel de la science africaine
en apportant des contributions significatives aux connaissances locales, mondiales et aux découvertes locales et mondiales. Pour conclure, pour relever le défi et pour garantir l'accès aux données à distance, n'oublions pas qu'il ne s'agit pas uniquement d'une initiative technologique, c'est aussi la question de l'accès à l'équité, à la collaboration et à l'avenir durable de la science. Et avant toute chose, il s'agit d'un engagement pour l'Afrique et d'un engagement pour le monde. Je vous remercie de votre attention. Thank you very much, Assistant. Merci beaucoup, Monsieur le sous-directeur général. I would now like to invite and introduce our Je voudrais maintenant présenter la première intervenante pour les discours d'ouverture d'aujourd'hui. Nous avons Madame le professeur Lise Corsten. Elle vient d'être élue première femme présidente de l'Académie africaine des sciences. Madame le professeur Corsten est expert en sciences végétales et en fruits. Elle est responsable de l'initiative de la science et de l'éducation. Elle est à l'université de Pretoria en Afrique du Sud où elle a un groupe de recherche sur les technologies post-récolte et la sécurité alimentaire. Elle est présidente du Task Force sur la sécurité alimentaire de la Société internationale de pathologie végétale. Elle est responsable également des initiatives de protection des cultures. Elle a travaillé sur les bioagents pour les fruits et les contrôles réglementaires pour tous les produits frais. Elle a été directrice de thèse et elle a publié de nombreux articles et a reçu de nombreuses distinctions pour son travail. Alors, nous allons voir votre présentation sur l'exploitation du potentiel de l'accès à distance aux installations scientifiques afin de promouvoir le développement des scientifiques africains. Madame le professeur Corsten, vous avez la parole. Merci beaucoup. Je voudrais dire que c'est un honneur de participer à cette session. Je tiens à remercier l'UNESCO de m'avoir invitée comme représentante de l'Académie des sciences africaines et j'attends avec impatience de participer à ce travail sur ce sujet tellement important. Je voudrais montrer comment on peut exploiter le potentiel de cet accès à distance et notamment en voyant les installations scientifiques disponibles et c'est très important pour relever les défis de l'avenir. Alors, nous savons tous et je remercie les premiers intervenants d'avoir signalé les défis auxquels nous sommes confrontés en Afrique. Mais si nous voulons vraiment aborder la question des sciences pour l'Afrique, il faut exploiter tout le potentiel et tous les réseaux afin que les scientifiques africains puissent collaborer avec les meilleurs scientifiques à travers le monde, cela au bénéfice de tous les scientifiques, qu'aucun pays, qu'aucun scientifique ne soit négligé. Et il faut élargir ces concepts, il faut créer des réseaux résilients afin de faire en sorte que notre rêve africain se réalise. Il faut penser au-delà des frontières africaines, il faut envisager des partenariats très forts et il faut voir les opportunités telles que les vrais partenariats. Mais avant de me lancer sur la voie des plateformes ouvertes, je voudrais juste évoquer l'Académie des sciences africaines qui joue un rôle très important sur le continent africain et nous avons notre partenariat très important avec l'Union africaine et avec l'UNESCO qui nous aide à faire avancer nos scientifiques.
Nous voulons non seulement transformer les plateformes scientifiques sur le continent africain, mais nous voulons exploiter au maximum les ressources. Nous voulons que les leaders scientifiques sur le continent soient reconnus pour leur excellence, qu'ils participent au groupe de réflexion et que les initiatives clés ici soient reconnues. Nous avons 6 programmes régionaux très importants. Bien sûr, il s'agit de personnes de partenariat et d'excellence. Il faut cette co-création du paysage de recherche en Afrique afin de soutenir la recherche et les connaissances et le développement de ces connaissances. Et bien sûr, il faut investir pour que les générations à venir puissent en bénéficier par le biais, par exemple, de programmes au niveau postdoctoral. Je voudrais parler du programme ou de l'initiative ARISE, qui est l'initiative de la recherche africaine pour l'excellence scientifique. Nous avons 45 enquêteurs principaux, directeurs principaux, et nous avons une cohorte, toute une génération de doctorants et de chercheurs au niveau postdoctoral, et nous allons ainsi renforcer la base scientifique sur le continent africain. Pour nous, ce programme ARISE est très important, mais il y a également le rôle consultatif des groupes de réflexion, et nous avons des programmes intéressants. Vous voyez les initiatives à l'écran là. Il y a beaucoup de programmes sur le changement climatique, l'alimentation et la santé et d'autres domaines de recherche scientifique qui sont importants pour l'Afrique. Alors, je voudrais évoquer ce forum qui a eu lieu récemment. Je l'ai présidé avec le professeur Kenneth Ozemena et je voudrais montrer ces 2 groupes qui étaient de beaux exemples de ce que nous pouvons faire, de ce que nous pouvons réaliser. Nous avons eu les premières présentations d'abord de Madame le professeur Yara et de Madame Karen Jacobs, et je vais vous présenter rapidement ces idées. Ensuite, nous allons écouter le professeur Malek Masa, qui est cher UNESCO. Alors, pour le réseau de bioimagerie, là, j'ai vu un bel exemple de la construction d'un réseau panafricain, non seulement pour promouvoir la science, mais pour promouvoir les recherches fondées sur les installations de grande envergure. Il faut développer les sciences, il faut créer ces collaborations et créer ces plateformes afin d'autonomiser, de responsabiliser les jeunes scientifiques. Il s'agit de les former et de renforcer leurs capacités. Pour moi, c'était un des meilleurs exemples de ce que l'on peut faire. Ce qui était important aussi, j'ai vu qu'en écoutant les intervenants qui parlaient des barrières, des obstacles, on a vu que traditionnellement, nos scientifiques étaient plutôt isolés dans leurs instituts de recherche ou leurs universités dans les différents pays, où ces scientifiques étaient non seulement isolés, mais n'avaient pas de vraie autonomie ou de pouvoir au niveau des réseaux mondiaux. Et si on regarde les différents éléments, on voit à quel point les installations sont importantes, les matériels scientifiques constituent un élément clé. Il y a d'autres problèmes aussi, il y a les barrières linguistiques, il y a les connaissances générales, la sensibilisation, par exemple, savoir où trouver l'excellence et comment développer l'expertise à l'échelle locale, comment trouver les ressources nécessaires. Alors là, c'était un exemple où on peut voir ici en Afrique du Sud, c'est un consortium de bioimagerie qui a été créé par cette collaboration de bioimagerie globale. Et c'était par l'établissement de réseaux. Et c'était une approche holistique. Ce n'était ni top-down, ni bottom-up. Et en créant les connaissances, en sensibilisant les uns et les autres à l'existence de ces problèmes, en
montrant comment accéder à ces installations, ces services, comment avoir des formations et des programmes, comment développer le partage des connaissances, comment partager les méthodes, les techniciens, les matériels. Et ensuite, on partage les données, on a des publications conjointes et on renforce tout ce réseau de scientifiques à travers le continent africain. Et c'est vraiment une responsabilisation, une autonomisation des scientifiques avec le développement conjoint des programmes de recherche à l'avenir. Et tout le monde y participe. Et à beaucoup d'exemples, je reviens à une autre initiative intéressante, les biobanques. Là, c'était une plateforme centrale en Afrique centrale qui était lancée récemment. C'était comment stocker les semences, les spermes, les plantes, les différentes bactéries, etc. Est-ce qu'on sait les stocker? Est-ce qu'on a accès à ces réseaux et comment développer ces accès? Alors, on voit qu'il y a la feuille de route de l'infrastructure de recherche au département de la science et de l'innovation en Afrique du Sud. Et on a vu Madame le professeur Hammer nous expliquer qu'il y avait plus d'1 million d'échantillons recueillis au cours de 200 ans. Et c'est vraiment un exemple, ça montre comment on peut créer ces groupes. Encore un exemple brillantissime, nous avons l'Institut du microbiome africain et on avait le professeur Stephen O'Keefe de l'Institut qui crée ces réseaux transdisciplinaires et il relie la santé publique et les technologies et l'agriculture aussi, les sciences de l'agroalimentaire. Il est intéressant de voir les investissements consacrés aux jeunes scientifiques brillantissimes tels que le jeune collègue ici, Toulani. Et c'est une façon de montrer comment on peut construire ces réseaux au bénéfice de l'Afrique. Encore un exemple, c'est la plateforme des sciences ouvertes en Afrique établie en 2017. Alors là, nous avons des données à la pointe du progrès. On a suscité un bon niveau d'interactivité. On crée des opportunités. On partage ses capacités et dans le domaine scientifique. Et encore une fois, on a une approche de consortium et on trouve différents bailleurs de fonds, différentes sources de financement qui participent à la création de telles plateformes. Dans des publications plus récentes, et ici, je voudrais citer cette publication ici où on exploite la science, l'ingénierie, la médecine en Afrique. Et là, il s'agit d'identifier les défis, comment construire ces réseaux et ces plateformes. Le document est excellent si vous avez l'occasion de le lire parce que vous y trouverez des statistiques importantes. Et on voit qu'il est possible d'aborder ces questions et de relier ces académies des sciences et de trouver toutes les parties prenantes et à tous les niveaux, local, national et international, afin d'ouvrir les plateformes scientifiques. Autre initiative importante, c'est le Conseil international des sciences qui a participé au forum sur l'avenir en Afrique. On a parlé du projet sur la cartographie de la situation en Afrique pour voir les plateformes des sciences ouvertes. Il y a les plateformes de matériel et d'équipement et il y a également le développement de modèles afin de créer des réseaux et des vraies interactions au niveau du continent, ce qui va nous amener vers un niveau supérieur de coopération. C'est une excellente initiative. Il y avait également une présentation importante grâce à la possibilité de nous rendre à Paris. Nous avons vu le centre L'Oréal et nous sommes allés également à l'UNESCO pour signer des accords. Mais ici, la visite chez L'Oréal est le début d'une nouvelle initiative de collaboration. Là, nous avons une diapo de Madame Dr. Daoui.
et on voit les défis auxquels nous sommes confrontés sur le continent africain. Alors, si vous voyez là le pourcentage de femmes qui participent aux sciences en Afrique, vous êtes presque à un niveau de parité, mais une fois qu'on passe à un niveau supérieur, au niveau de la maîtrise et ensuite du doctorat, et ensuite tout d'un coup au point de se lancer dans une carrière de recherche, on voit un grand écart. Et si vous voyez le nombre de postes supérieurs occupés par des femmes, vous voyez qu'il y a une énorme différence. Et au niveau international, et vous cherchez la visibilité des femmes scientifiques, par exemple au niveau des lauréates du prix Nobel, vous avez un écart énorme. Mais le défi, c'est comment garder les jeunes femmes scientifiques brillantes afin qu'elles nous aident à développer ce chemin. Il s'agit vraiment d'avoir des modèles. Il faut qu'il y ait ces exemples. Il faut qu'il y ait évidemment l'environnement propice aux femmes. Il faut réduire le nombre de contraintes. Et une des questions clés que nous avons vues, c'est que il y a une phase au cours de la carrière d'une femme scientifique lorsqu'elle a des enfants et évidemment, elles ont le rôle à jouer dans la société, mais comment faire en sorte que ces femmes reprennent leur carrière scientifique pour occuper les places, les postes qu'elles devraient occuper? Les défis sont donc nombreux et je remercie l'UNESCO de nous avoir donné la possibilité de travailler sur ces sujets. Et je voudrais faire 2 déclarations avant de conclure. Si nous voulons vraiment créer des équipes de recherche transdisciplinaires, il faut relier non seulement les installations scientifiques, bien sûr, il faut partager les technologies et soutenir l'innovation, mais nous aurons également besoin de relever le défi de la mobilité. Et là, je voudrais lancer un appel. Il nous faut des visas. Il y a des obstacles qui nous empêchent d'avoir cette mobilité transfrontalière. Et vous savez que la science ne connaît aucune frontière, alors c'est un défi pour l'Union africaine et pour tous les pays. Il faut qu'il y ait cette liberté de mouvement à travers le continent et il faut voir les défis liés à l'élaboration de réseaux afin qu'il y ait une mobilité facile pour tous les scientifiques. Merci. Merci beaucoup, Madame le professeur Corsten. Maintenant, j'ai le plaisir de présenter le deuxième intervenant, Monsieur le professeur Osama Awad El-Karim, qui est professeur d'ingénierie de sciences et de mécanique à l'université Penn State aux États-Unis. Il est membre de l'Institut de recherche Penn State et il est également responsable de la chaire UNESCO sur le renforcement des capacités d'innovation et de fabrication par l'enseignement des technologies à avancement. Il est expert en nanotechnologie, en microélectronique et en sciences des matières et il a eu de nombreux prix et distinctions. Il est dédié il défend la nanotechnologie et l'innovation et les domaines STEM. Il veut atteindre tous les objectifs dans ce domaine. Il a été directeur de thèse de nombreux étudiants et il a été bénéficiaire de bourses et de financement de la Fondation nationale des sciences et d'autres sources de financement aussi. Je voudrais vous donner la parole pour partager vos idées. Nous avons le grand plaisir d'avoir non seulement Madame le professeur Corsten, mais également Monsieur le professeur Awad El-Karim, et nous attendons de vous entendre. Merci. Merci beaucoup. Tout d'abord, je souhaite remercier le comité d'organisation de ce séminaire et des séminaires. Merci de m'offrir cette opportunité de m'exprimer devant vous. Comme vous l'avez dit en présentation, les chaires UNESCO travaillent à l'innovation et au renforcement des capacités par le biais de l'éducation
et je travaille moi-même à l'université Penn State aux États-Unis. Les chaires UNESCO sont au centre de technologie. Le directeur de ce centre sont accueillis par ce centre et c'est un centre qui mène de nombreuses activités dans le domaine des microélectroniques, de la nanotechnologie, des processeurs semi-conducteurs. Mais pour aujourd'hui, je me concentrerai principalement sur notre expérience dans l'accès à distance aux équipements. Et je vais essayer de partager avec vous mon expérience. Et j'espère que ce type d'approche pourra être adopté en Afrique entre les différentes institutions éducatives d'Afrique, mais également de l'autre côté de l'océan, en coopération avec d'autres continents. Aux États-Unis, nous sommes très ouverts à tout type de collaboration dans ce domaine avec les institutions africaines. Alors, je vais commencer par vous dire quelques mots sur notre réseau d'accès à distance. En 2007, notre centre a piloté et commencé à créer un réseau qui s'intitule Remotely Accessible Instruments of Nanotechnology, le RAIN, donc instrument de nanotechnologie et de téléinstrument, si vous voulez. Il s'agit littéralement d'utiliser les équipements qui sont dans notre laboratoire ou utiliser notre personnel, nos techniciens, et diffuser sur Internet les mesures qui sont faites sur des échantillons, sur des spécimens, diffuser ces informations auprès de cours, de classes en ligne, où des étudiants et étudiantes se rassemblent. Ils peuvent observer les expériences en temps réel, non seulement les observer, mais poser également des questions sur l'échantillon, sur le spécimen qui est créé sur qui est présent dans notre laboratoire en utilisant leur laptop, leur ordinateur. Et ceci est rendu possible donc en temps réel. Les étudiants et étudiantes peuvent manipuler à distance les échantillons, les spécimens, et en voir les résultats en direct. Donc finalement, ils ont la même expérience que celle qu'aurait un technicien qui a les mains dans le cambouis au laboratoire, mais par Internet. C'est donc un outil extrêmement puissant, une utilisation de nos équipements dans nos laboratoires qui permet de présenter à des étudiants, des étudiantes au lycée, à l'université publique, dans des universités ou des infrastructures qui n'ont pas les équipements dont nous disposons, qui sont souvent des équipements très chers. Et donc, nous partageons nos ressources avec d'autres étudiants et étudiantes. Nous avons créé une page Internet à laquelle les institutions ont accès, où elles peuvent s'inscrire, où les étudiants peuvent réserver une session à distance. Et l'accent n'est pas nécessairement mis uniquement sur une démarche éducative. Il peut également y avoir des chercheurs et des chercheuses, donc de nombreux centres de recherche nous envoient par exemple leurs spécimens, leurs échantillons, et ils peuvent récolter des données sur ces échantillons. Par ce biais, nous pouvons à la fois mener des activités éducatives et des activités de recherche. Alors, qu'est-ce que cela implique? Eh bien, il faut envoyer son échantillon
il faut envoyer l'échantillon, cela prend 3 ou 4 jours, et ensuite, les techniciens le mettent en place, et ensuite, il faut avoir un réseau Internet assez puissant pour que la communication puisse être établie. Voilà ce que ça implique. Alors, comme je l'ai dit au début de mon intervention, nous avons commencé à créer par ce biais un réseau, parce que l'accès à distance implique un certain nombre d'équipements, pas un seul équipement, pas un seul appareil. Et donc le réseau RAIN est passé d'un appareil à plusieurs appareils, et nous continuons à nous développer. Donc nous avons par exemple des microscopes qui coûtent assez cher. Ils sont chers à l'achat et ils sont chers aussi en termes de maintenance. Donc, pour cette raison, de nombreuses institutions, de nombreuses universités publiques, de nombreuses universités aussi aux États-Unis n'ont pas accès à ce type d'équipement. Et donc, nous partageons notre équipement avec eux. Les EDS également, différents types de techniques sont impliqués dans ce réseau. Alors, comment pouvons-nous aider les différentes institutions aux États-Unis? Eh bien, c'est une sacrée tâche pour un seul centre comme celui que je dirige. L'idée, c'est de ne pas compter uniquement sur nos ressources au Centre pour la nanotechnologie et l'éducation de l'Université Penn State et les technologies avancées, mais de créer un réseau au sein des États-Unis. Nous avons commencé l'élaboration de ce réseau en 2007 et nous poursuivons nos efforts. Il y a environ 28 centres, universités qui disposent de and you can see very prestigious, schools that are part of this mix. You see schools like Stanford, qui appartiennent à présent à ce réseau. Des écoles telles que l'Université de Stanford, l'Université de Californie à San Diego, l'Université du Texas à San Antonio, Georgia Tech également. Mais c'est formidable de voir que ces centres, ces lieux, ces réseaux sont accessibles depuis l'ensemble du pays. Inutile donc de réserver une session avec le Centre pour la nanotechnologie enseignement de Penn State. Il suffit simplement de choisir un centre qui a les équipements nécessaires, vous communiquez, vous échangez avec ce centre et là vous réservez. Ce qui rendra le réseau beaucoup plus efficace. Et ce qui rend le réseau beaucoup plus efficace et qui facilite aussi le transport des spécimens ou des échantillons d'un point à un autre. Donc depuis 2007, pour vous donner une vue d'ensemble de l'efficacité que cela pourrait avoir, que ce soit pour l'éducation ou pour la recherche. Depuis donc le départ, en 2007, année à laquelle nous avons commencé à créer ce réseau, 500 sessions de RAIN ont profité à plus de 11 000 étudiants et participants et participantes. Des étudiants et étudiantes ou des lycéens, et ça allait du niveau lycée au niveau doctorat. Et donc, ce sont des jeunes élèves ou étudiants et étudiantes qui ont pu profiter de ces équipements qui n'étaient pas disponibles dans leur propre établissement. Aujourd'hui, aux États-Unis, avec le CHIPS Act, nous avons pour objectif d'aller motiver les élèves dès leur plus jeune âge, grâce au réseau RAIN, à réfléchir, à s'intéresser à la microélectronique.
Et l'idée, c'est d'aller à leur rencontre et de leur montrer tous les mystères et tout ce que le monde micro peut leur offrir. Je vous l'ai dit dès le départ, c'est une initiative qui ne doit pas se limiter aux États-Unis. Certes, c'est cher. Il faut des techniciens et techniciennes de laboratoire. Il faut un accès à Internet. Il faut un certain nombre d'équipements quand même pour pouvoir profiter de ce réseau. Mais nous avons déjà travaillé avec l'international. Nous allons au-delà des frontières américaines et nous utilisons ce réseau, le réseau RAIN, dans de nombreux pays. Pour certains pays, j'étais moi-même directement impliqué, mais il y a 28 autres partenaires. J'ai moi-même échangé à l'occasion d'un projet avec la Russie il y a quelques années. Et au début de cette année, j'ai fait un projet avec l'UNESCO, avec le docteur Ramal Khatri. Et nous avons ensemble participé à un séminaire au Caire qui s'intitulait le Bootcamp for Early Career Nanotechnology Entrepreneurs. Donc, une sorte de camp pour les jeunes entrepreneurs en nanotechnologie. Nous avons fait différentes séances et nous avons proposé des sessions au microscope à de nombreux participants et participantes qui, semble-t-il, ont beaucoup apprécié l'expérience. Nous sommes allés en Turquie aussi. Nous nous sommes rendus dans des lycées en Turquie, des universités également en Colombie, en Inde, en Algérie, au Pakistan, en Bolivie et de nombreuses autres institutions. En fait, si je vous faisais la liste exhaustive, eh bien, nous serions encore là dans quelques heures. Donc tout ça pour vous dire que c'est un outil extrêmement puissant, extrêmement utile, qui pourrait être utilisé en Afrique, dans des pays tels que l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria, etc., qui sont des pays qui sont déjà dotés d'un grand nombre d'outils et qui ont la capacité de gérer un réseau comme celui-ci. Et ces pays, à leur tour, pourraient aider d'autres pays, d'autres institutions même au sein de leur propre pays, pour former les élèves, les étudiants et étudiantes, et dans le même temps, favoriser la recherche avec des équipements de pointe. Au sein de ma chaire, au Centre pour nanotechnologie, éducation et leur utilisation, nous organisons des séminaires de développement professionnel qui ciblent particulièrement les différents départements et nous permettons également aux étudiants de participer à ces... excusez-moi, dit le modérateur, le temps file. Est-ce que, s'il vous plaît, vous pourriez penser à conclure? Oui, donc dans cette formation qui est faite, nous avons à nouveau utilisé les équipements du système RAIN. Et de nombreux et nombreuses participants issus du monde entier, d'Amérique latine, d'Afrique, notamment Égypte, Algérie, Maroc, Nigeria, ont participé. Des formateurs, également des enseignants, et nous avons donc à cette occasion utilisé le réseau RAIN. Donc, c'est un outil extrêmement utile, extrêmement puissant. Voilà, je m'en tiendrai là et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, professeur Awad El Karim.
J'ai à présent le plaisir de donner la parole brièvement à ma collègue Amal Kasri, chef de la section des sciences fondamentales, de la recherche, de l'innovation et de l'ingénierie au secteur des sciences exactes et naturelles de l'UNESCO, et elle va modérer la discussion, la table ronde sur le thème renforcer la collaboration scientifique en Afrique. Amal, je vous en prie, c'est à vous. Thank you very much, Mohammed, and thank you to all the speakers for the information they shared. And Merci Mohamed et merci aux intervenants qui nous ont fait des présentations extrêmement intéressantes. Nous avons un groupe d'experts avec nous pour ce panel. Aujourd'hui, nous avons d'abord un professeur qui a la générosité de partager son site de recherche, un professeur également qui va nous faire un point sur les expériences de téléinstruments et d'utilisation des outils à distance, d'autres professeurs qui vont nous apporter des perspectives diverses et variées. Et dans cette table ronde, nous allons essayer de regarder quels sont les défis que rencontrent les scientifiques africains et comment nous pouvons les aider à surmonter ces défis par le biais de ces méthodes d'accès à distance, entre autres initiatives. Alors, je vais vous présenter les intervenants au fil des questions que je vais leur poser. Et je vais commencer par le professeur Claude Lecomte. Professeur Lecomte est professeur de physique à l'Université de Lorraine, à Nancy, ici en France. Professeur Lecomte, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, répond professeur Lecomte. Alors, professeur Lecomte, je vous invite à allumer votre caméra si vous le voulez bien. Est-ce que vous me voyez? Plus ou moins, oui. Merci, professeur Lecomte. Alors, professeur Lecomte, nous avons travaillé avec vous et vos travaux nous ont beaucoup inspirés. Depuis, il me semble, 2015, nous travaillons ensemble. Alors, comment, d'après vous, votre éducation pour les scientifiques africains peut influencer vos décisions lorsque vous autorisez l'accès à vos laboratoires? Et quelle a été votre expérience en tant qu'initiateur de cette initiative d'accès à distance? Quels sont aussi les bénéfices que cela peut apporter, que ce soit pour les scientifiques africains ou pour vos propres travaux de recherche? Merci beaucoup et merci de m'avoir invité à cette table ronde et ce séminaire extrêmement intéressant. Je suis donc Claude Lecomte, professeur émérite de physique et de cristallographie à l'Université de Lorraine. Vous le savez, la cristallographie est une science à la croisée de la physique, de la chimie et de la biologie qui a pour objectif de découvrir la structure des molécules dans les matériaux et les protéines. Alors, aider les scientifiques africains, pour moi, c'est une aventure qui a commencé en 2015, à l'année internationale de la cristallographie, avec nos collègues de l'UNESCO, par Jean-Claude Aiglemet et professeur Mallette. À l'époque, j'étais moi-même vice-président de l'Union internationale de cristallographie, qui était responsable de cette année internationale. Nous avons à l'époque proposé un concept nouveau, c'était les laboratoires ambulants. Ces laboratoires ambulants, travelling laboratoire, sont des ateliers de cristallographie et de diffraction qui s'appuient sur des diffractomètres portables, des diffractomètres assez spécifiques qui étaient prêtés par des entreprises, notamment Bruker. Ces diffractomètres portables qui aident les scientifiques en réalité à comprendre la structure des matériaux, eh bien ces diffractomètres ont fait le tour du monde pendant environ un an, dans la plupart des pays d'Afrique, au Sénégal, au Cameroun, et d'autres pays d'Afrique, afin d'apprendre à nos collègues comment utiliser les méthodes de diffraction dans leurs travaux de recherche. Lorsque l'entreprise Bruker a arrêté de nous prêter ces diffractomètres portables, eh bien, les laboratoires ambulants sont devenus des laboratoires ouverts. Et l'organisation, c'était d'utiliser des diffractomètres qui étaient déjà présents en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, au Cameroun,
C'était des diffractomètres de seconde main qui étaient à l'époque donnés par l'entreprise Broker dans le cadre de l'Union internationale de cristallographie et l'initiative Afrique. Tous les participants et participantes de ces laboratoires ouverts provenaient de leur pays, des pays d'accueil, mais également de pays voisins. Mais le Covid a frappé et toutes les activités ont dû cesser. Et afin de préserver un peu cet élan, cette motivation, j'ai proposé d'utiliser notre diffractomètre de cristaux dans notre laboratoire en téléaccès. Ça a été le début du projet AfraMed. Grâce au CNRS, j'ai eu une bourse pour 5 ans. Ceci fait partie du plan annuel du CNRS pour l'Afrique parce que AfraMed vise à défendre la recherche et les études au niveau doctoral par des méthodes à distance. Mais qu'est-ce que c'est que cette AfraMed? Tous les ans, depuis 2022, avec les docteurs Ranger, Bendef et moi, et à l'Université de Lorraine, nous avons la possibilité d'accueillir 3 ou 4 scientifiques africains. Nous faisons une formation sur l'utilisation d'un diffractomètre à cristal unique. Nous présentons les techniques et les solutions. Il s'agit d'une formation d'1 mois. Ensuite, après cette formation, nos collègues africains peuvent recueillir des données de diffraction en étudiant leurs propres échantillons chez eux. Tous les ans, au cours de ces 5 ans, la bourse du CNRS prend en charge les déplacements, l'éducation, les frais quotidiens de ces jeunes collègues africains. L'UNESCO est partenaire à cette initiative dès le début de cette initiative parce que les coûts de diffractomètres sont très élevés. L'UNESCO y participe. Nous avons les formations à Nancy. Nous avons pour l'Algérie, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Sénégal, le Togo et d'autres pays encore. Et en septembre de l'année prochaine, nous aurons Madagascar, la Mauritanie et le Burkina Faso. Les bénéfices sont nombreux pour la recherche en Afrique sur les structures des cristaux et des matériaux africains. Et il y a des possibilités de déposer des brevets africains sans partenaires européens et les collègues africains peuvent publier leurs propres articles de recherche. L'apprentissage de l'utilisation de ces installations à distance passe maintenant à la formation pour le synchrotron qui se fait également par des connexions à distance. Au niveau de la maîtrise et du doctorat, les professeurs africains suivent une formation à Nancy et peuvent ensuite avoir un accès à distance à notre diffractomètre. On l'a déjà fait en Algérie et en Côte d'Ivoire avec beaucoup de participants de plusieurs pays africains. Les professeurs en Afrique se servent de notre diffractomètre comme s'ils l'avaient dans leur propre laboratoire. Notre recherche est également importante parce que nous partageons nos projets avec des doctorants africains qui font une partie de leur formation à Nancy. Et nous partageons les initiatives avec leurs enseignants aussi. Du côté humain, c'est très important parce que nous avons un réseau de collaboration scientifique très convivial.
Le projet a connu une belle réussite et devrait s'appliquer à d'autres installations qui servent aux expériences scientifiques. Merci beaucoup, Monsieur le professeur Lecomte. Merci d'avoir expliqué l'origine de cette idée et la poursuite de cette initiative. Et maintenant qu'il est intéressant de passer à un des chercheurs qui a pu bénéficier de cette initiative en collaborant avec vous, nous avons Monsieur le docteur Eric Ziki de Côte d'Ivoire. Il est à l'université Félix Houphouët-Boigny. Et si je peux vous demander de nous donner votre retour en tant que bénéficiaire de cette initiative. Comment est-ce que cet accès à distance à un laboratoire scientifique a eu un impact sur votre recherche à titre individuel et à celle de vos collègues? Et comment est-ce que cet accès peut participer au progrès des recherches scientifiques en Afrique, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans beaucoup d'autres pays aussi? Ok, merci beaucoup. Bonjour, chers participants. Je suis Eric Zeki. Comme l'a dit, je suis enseignant-chercheur à l'Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire. Je suis bénéficiaire du projet AfraMed, la session 2, la session 2023, qui s'est déroulée à Nancy, au laboratoire CRM2. Nous étions 4 participants venant de l'Afrique, l'Algérie, le Congo, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. La formation s'est déroulée sur 1 mois complet. Comme l'a déjà dit le professeur Claude, le projet AfraMed a pour objectif de permettre aux chercheurs africains, depuis leur institut d'origine, faire des mesures à part des appareils qui se trouvent dans les laboratoires des pays développés. Dans notre cas, notre laboratoire partenaire est le CRM2 de l'Université de Lorraine à Nancy. Comme il a été déjà dit, l'état de la recherche en Afrique. En Afrique, il faut savoir la recherche universitaire est sous-financée ou presque pas financée. Ce qui veut dire quoi? Les laboratoires n'ont pas d'équipement nécessaire pour faire des recherches poussées, ce qui est un frein à la formation et à la recherche en Afrique. Parce que l'achat de ces équipements et leur maintenance revient excessivement cher. Et malheureusement, les doctorants ayant besoin de faire des recherches, des manipulations, par manque d'équipement, ne peuvent pas faire la recherche. Une thèse qui peut se faire entre 3 ans et 4 ans, malheureusement, peut faire 7 à 10 ans. C'est une triste réalité, mais c'est vrai. Il y a des thèses qui se font en 10 ans, par manque d'équipement. S'il a la chance d'avoir une bourse, il va dans un laboratoire européen pour faire ses recherches. Donc, il fait 4 ans en attente dans l'objectif d'avoir une bourse pour aller ailleurs. Et il y a des laboratoires qui refusent des doctorants parce qu'ils n'ont pas de matériel. Ça ne sert à rien de prendre un doctorant et ne pas le faire travailler. Ce qui est vraiment un gros frein à la recherche en Afrique, et c'est triste. Au niveau aussi des chercheurs, il n'y a pas d'équipement sur place. On cherche des financements extérieurs. Si, par coup de chance, tu as eu ce financement, tu vas à l'extérieur pour faire tes recherches et revenir. Ou soit tu fais tes économies pour aller faire les recherches. Bon, connaissant le niveau de salaire, faire des économies pour aller faire des expériences à l'extérieur, imaginez les sacrifices qui sont faits. Et lorsqu'il il va faire la formation à l'extérieur, de retour dans son université d'origine, il ne peut pas bien transmettre ce qu'il a appris parce qu'il n'y a pas d'équipement sur lequel il va travailler. Et lui aussi, sur plusieurs années, sans faire d'expérience, il perd la main et aussi perd les connaissances. En cela, comment le projet AFAMED peut nous aider? Le projet AFAMED, dans notre cas, qui s'est déroulé à Nancy pour la formation, permet aux chercheurs africains d'avoir accès aux diffractomètres de haute technologie de pointe qui se trouve à Nancy, parce que les mesures se font à basse température. L'azote liquide, même si on avait cet appareil, on ne pouvait pas l'acheter. Donc, on a des mesures de très bonne qualité. Et par la mesure à distance, c'est comme l'appareil se trouvait dans notre laboratoire. Le correspondant qui place uniquement l'échantillon sur l'appareil
tous les processus, le reste des processus nous revient, c'est comme la projet est en face de nous. Cela nous donne deux avantages. Tous les autres collègues du laboratoire participent à l'expérience, c'est comme la projet était en face d'eux. Et notre deuxième avantage, les doctorants n'auront plus à attendre des dizaines d'années, des années, pour attendre une hypothétique pour partir. D'abord, se forment par l'expérience et peuvent faire leur expérience de leurs travaux de recherche. Par ce projet, je peux dire, nous avons mesuré l'échantillon d'une doctorante par remote le mois passé, dont nous vous assurons qu'elle soutiendra bientôt. En très peu de temps, voici ce qu'a produit ce projet AfraMed. Une doctorante qui traînait pendant des années a fait son expérience, a mesuré l'échantillon et pourra soutenir. Et aussi des chercheurs en Côte d'Ivoire qui sont formés sur le champ sans se déplacer, sans venir à Nancy, qui ont aussi appris à faire des expériences avec des diffractos de bonne qualité, qui aussi suscitent l'engouement dans les autres laboratoires, qui sont en biologie, en technologie, en géologie, en minéralogie, qui cherchent des échantillons qu'on pourra mesurer. Revenons sur les projets en Afrique. En Afrique, on a des maladies tropicales. Et généralement, pour se soigner pour ces maladies tropicales, nous utilisons des plantes médicinales. Ce qui veut dire quoi? Dans ces plantes, il y a une molécule qui permet de soigner. Si, avec ce projet, on ira à isoler dans cette plante la molécule qui peut arriver à soigner, vous verrez que l'Afrique aussi participera à la recherche des points au niveau des médicaments. Parce qu'il y a une idée de la plante qui fait cela. Comment isoler cette molécule-là par modélisation, augmenter ses capacités et résoudre les problèmes endémiques à l'Afrique. Comme problème endémique, on a aussi l'autosuffisance alimentaire, la diffraction par rayon X, qui est la spécialité de la cristallographie, est une science transversale, une science qui touche tous les domaines. Donc, par cette science, par cette méthode, nous pouvons arriver à participer. Eric, Oui, thank you very much. merci We are bien. because we have Merci, Merci bien. merci beaucoup. Merci Le beaucoup. temps de parole est limité. Merci d'avoir présenté Merci. cette expérience et d'avoir décrit les défis. Et il est rassurant de voir que cette initiative a pu résoudre certains de ces défis. Maintenant, je voudrais donner la parole à Madame Yancy Nihos. J'espère avoir bien prononcé votre nom. Elle est directrice exécutive du Forum sud-africain pour la science et la technologie d'Afrique du Sud. Alors, vous avez une initiative similaire, je crois, avec cet accès à distance. Vous avez un projet STEMI, un projet de stimulateur. Alors, est-ce que vous pourriez décrire les similitudes ou les points en commun avec l'initiative, avec l'accès à distance? Et pourriez-vous décrire votre perspective pour contribuer à la discussion d'aujourd'hui, pour l'idée de partager les installations d'un laboratoire scientifique? Bonjour, merci de votre invitation. Pour la situation que nous avons avec le Stimulator est un peu différent. C'est pour l'éducation STEM, sciences et technologies, l'ingénierie et les mathématiques. Et je crois que c'est un exemple de ce que l'on peut faire dans ce domaine. Et ce type de plateforme pourrait s'appliquer à d'autres contextes. Alors, c'est donc les Stimulator créés par le Forum sud-africain des sciences et des technologies. Et nous avons les membres professionnels de ce forum, Pro7. Nous avons différentes parties prenantes du secteur privé, du secteur public. C'est
un forum à but non lucratif. Il n'y a pas de lien officiel avec l'administration publique et on voit qu'il y a des besoins de plateformes de ce type, des plateformes indépendantes dans un environnement politique plutôt divisé. Les activités sont inclusives et collaboratives et tout est ouvert. Et ça, c'est le cas évidemment du Stimulator. Nous avons 131 organisations, nous avons les conseils et des organes statutaires qui bénéficient de financement public. Il y en a 20. Il y a 24 universités. C'est la plupart des universités en Afrique du Sud. Vous avez la société civile et les syndicats. Il y a 7 organisations commerciales, 11 entreprises publiques. Et ensuite, la partie la plus nombreuse, c'est les 47 organisations, associations professionnelles. C'est dans différentes branches de l'ingénierie, des disciplines scientifiques et des organes statutaires qui sont là pour des questions de contrôle qualité, pour contrôler la qualité des enseignements dispensés. Alors, nous avons les prix South 32, à un rythme annuel. Il y a un appel à candidature qui est en cours. Je voulais vous en informer. Et la date butoir, c'est vendredi prochain, le 22 décembre. Nous avons un nouveau prix pour la diplomatie scientifique. C'est en association avec le département sud-africain de sciences et de l'innovation et du Conseil de la recherche scientifique et industrielle. C'est pour un projet scientifique et innovateur qui est mené à titre individuel ou par une équipe avec des solutions innovatrices par le biais de la diplomatie scientifique entre les pays pour le bénéfice de l'Afrique du Sud et de toute l'Afrique. Alors, nous cherchons des collaborations de recherche où on a changé les interactions entre les pays avec un impact aussi large que possible à travers les frontières. Vous pourrez trouver d'autres informations sur notre site web. Ces prix existent depuis 25 ans. Nous avons eu environ 300 lauréats, 72 femmes, dont, c'est-à-dire 36% de tous les lauréats, dont 28% étaient des femmes noires et environ 39% des 201 lauréats individuels étaient noirs. Et je voudrais vous signaler qu'il est important en Afrique du Sud de voir cette transformation et nos lauréats sont dans une grande proportion des Africains. Ça, c'est pour les prix individuels. Nous interviewons les candidats par vidéo et les vidéos sont mises sur notre canal YouTube et sur notre site web. Et ces lauréats s'adressent de cette manière-là à la jeune génération. Alors, allez-y, vous pouvez trouver ces vidéos. Je crois que vous trouverez l'expérience très édifiante. Et il est toujours intéressant pour les collègues de voir ce que font les autres. Maintenant, je passe au Stimulator. C'est une plateforme d'apprentissage en ligne. Voilà le paysage. Chaque section ouvre, par exemple, ici, le corps humain. Vous voyez les différents systèmes et vous avez les os, par exemple, le squelette, ou vous avez les organes. C'est juste un exemple. Vous avez une plateforme innovatrice en ligne et vous pouvez toujours l'obtenir sur une clé USB. Si vous voulez obtenir une clé USB avec ces informations, nous les adressons aux apprenants et aux enseignants à travers le pays. Alors, c'est vraiment pour tous les médias mixtes et de manière très visuelle, parce que le contenu visuel
ne fait abstraction des barrières linguistiques. Alors, on a l'idée de ce qu'il fait, de ce qu'on peut faire, du sens de ce qu'on voit, et ensuite on voit le texte. L'objectif principal, c'est d'attirer les apprenants, de les attirer dans ce monde extraordinaire des sciences, de technologie, de l'ingénierie, des mathématiques. C'est le monde caché qui est révélé. On permet aux jeunes, à tout un chacun de voir ces différents domaines STEM. Il y a également des orientations et des conseils sur les différents domaines STEM et il y a une brochure sur les carrières STEM que nous distribuons aussi. Le Stemulateur est une initiative sud-africaine. Il s'agit d'une collaboration et elle a été élaborée avec des partenaires sud-africains dans les domaines STEM. Et c'est un projet phare de notre secteur des professionnels, ProCET, dans le forum. Et c'est un travail en cours parce que nous avons une plateforme vivante qui contient déjà beaucoup d'éléments. Et puisque le contenu est visuel, on franchit ces barrières linguistiques et s'adapte à tous les âges. L'organisation du contenu est très logique. Vous n'avez pas besoin de chercher des mots-clés. C'est toujours l'obstacle à toute recherche sur Internet. Et une fois que vous trouvez ce que vous recherchez, vous trouverez le vocabulaire nécessaire pour faire d'autres recherches sur Internet. C'est une façon d'organiser le contenu web. On pourrait le comparer à Wikipédia. C'est l'organisation des éléments de contenu déjà disponibles. Et à l'école, avec le contenu du stimulateur en fonction des programmes d'études scolaires. Ça, c'est évidemment les programmes d'études scolaires en Afrique du Sud, mais il n'y a pas de raison qu'une telle organisation ne soit pas adaptée à d'autres programmes nationaux avec un accès par le biais de différents cours. Donc l'idée, c'est d'avoir une sorte de portail vers les programmes scolaires. Là, vous avez l'école que nous sommes en train de construire. Elle n'est pas encore prête, mais a priori, bon, on en est à peu près à la moitié de sa construction. Il y aura des salles de classe consacrées aux mathématiques et à la science. Et si vous cliquez, eh bien, vous cliquez sur la salle de classe, vous en aurez une image. Vous pouvez cliquer sur les différents atomes, vous pouvez cliquer sur le modèle du système solaire et vous trouvez des informations, par exemple, sur le Soleil, sur le système solaire. Et en bas de l'image, vous avez des carrières qui peuvent être choisies pour travailler sur ces sujets précisément. Voilà. Vous pouvez, à partir de cette école, trouver des idées de carrière. Il y a aussi donc le corps humain. On peut cliquer sur le contenu du corps humain, sur la vie microscopique, sur les minéraux. Et ensuite, vous avez les différents niveaux de l'éducation. Et vous cliquez sur les différents niveaux, vous cliquez sur la classe de 3e et vous avez le programme scolaire de la classe de 3e sur le corps humain, par exemple. Merci, Jancy, beaucoup. Merci beaucoup pour cette plateforme extrêmement intéressante. Merci de nous l'avoir présentée. C'est clairement différent de l'initiative Accès à distance, mais en tout cas, c'est tout à fait complémentaire et je vous remercie beaucoup d'avoir partagé cela avec nous. Je passe maintenant au professeur Malik Maza, qui est responsable de la chaire UNESCO en nanosciences et nanotechnologies à l'Université d'Afrique du Sud en Afrique du Sud. Nous travaillons beaucoup avec le professeur Maza dans de nombreuses initiatives et merci d'être avec nous aujourd'hui, professeur Maza, en tant qu'expert dans le domaine de la recherche scientifique en Afrique. Comment voyez-vous, ou en tout cas, comment percevez-vous la contribution que peut faire cette initiative au paysage scientifique dans la région et d'après vous, quels sont les mécanismes spécifiques qui peuvent être mis en œuvre pour renforcer davantage la recherche en Afrique? Le professeur Maza, vous avez la parole. Merci beaucoup, docteur Kasri. Chers collègues présentant, intervenants et intervenantes,
Tout d'abord, merci. Merci à vous, merci à votre équipe, Dr Kasri, pour l'invitation et merci de nous avoir intégrés à vos discussions. Effectivement, c'est une question très stratégique et très enthousiasmante, mais permettez-moi de vous dire quelques mots sur, avant de vous dire quelques mots sur mon point de vue et répondre à vos questions, permettez-moi de vous présenter un peu mon point de vue à partir des expériences que nous avons menées, des défis que nous avons rencontrés dans de nombreuses initiatives dans le continent africain dans lesquelles j'ai participé directement ou indirectement. Et j'ai quelques slides à vous présenter pour illustrer mon propos. Alors, nous l'avons déjà entendu, en termes de coopération, la coopération dans le domaine de la science et des technologies entre scientifiques africains eh bien, est principalement dominée par 6-7 acteurs, les acteurs majeurs, et la coopération est plutôt orientée vers le nord du continent. Et la coopération internationale aussi se tourne plutôt vers les Royaumes-Unis, les États-Unis. Et depuis qu'il y a eu une initiative avec l'Union africaine, des dynamiques régionales se sont mises en place. Et pour renforcer ces dynamiques au niveau continental, le Conseil ministériel africain pour la science et la technologie a initié plusieurs plateformes à l'échelle du continent africain et programmes phares. Parmi ces programmes et ces plateformes, bon alors l'objectif de cette plateforme continentale, ces plateformes continentales, quel est-il? Eh bien, c'est de créer des dynamiques intracontinentales, en plus des dynamiques nord-sud qui sont tout à fait normales. Et ce qui en tout cas est tout à fait normal, pardon. Le projet phare, le programme phare du programme de l'Union africaine était l'occasion d'échanger avec de nombreuses fondations de recherche aux États-Unis, en Afrique du Sud, avec plusieurs directions ministérielles également dans des pays du continent africain. Et nous avons abouti à la création d'un centre au Botswana, avec beaucoup de membres aussi de la diaspora et des acteurs et actrices au sein du continent. Ensuite, nous avons créé un centre, le African Laser Center, programme phare numéro 12 de l'Union africaine. Ce African Laser Center est financé principalement par l'Afrique du Sud, avec un grand nombre de centres de photons en Afrique du Sud, le centre aussi Nano créé en 2005, NanoNet, avec des associés et des membres qui ont profité de ce programme et qui provenaient de différents pays du continent africain. Il y a également Afranest, le réseau africain pour l'éducation nucléaire, la science et la technologie, créé en 2013, et le réseau africain des médicaments et de l'innovation, créé à Nairobi, qui a donné lieu à des coopérations assez durables depuis sa création dans le domaine de l'innovation et des médicaments. En 2013 également, la chaire UNESCO a permis à l'Afrique de créer son seul centre nano dans le sud du continent et nous sommes en cours aussi de création d'un centre africain de compétences
dans le domaine des nanosciences et des nanotechnologies pour les ODD, avec une vision sur les ODD et en accord avec le STISA 2022-2029. Et moi-même, j'ai vu dès le départ, dès leur création, les avantages considérables qu'apportent ces initiatives en termes de mobilité, de jeunes étudiants, de post-doctorants, de scientifiques qui venaient de tout le continent. Mais malheureusement, les participants, les participantes à ces programmes et à ces plateformes qui sont principalement, en tout cas qui sont bien financés, ont créé un mouvement avec un accès à des infrastructures. Mais malheureusement, donc, une fois que ces individus rentrent chez eux, eh bien, leur formation est interrompue, malheureusement, par faute d'infrastructures suffisantes. Et je pense sincèrement que l'accès à distance, c'est la solution à ce problème. Voilà pourquoi, chers collègues, j'en reviens à la slide précédente pour vous dire et vous montrer que pour le SKA, le Square Kilometer Array, eh bien, il y a 1,8 milliard de dollars américains, incluant 650 millions d'euros pour la phase 1 qui ont été investis. Et ce centre SKA va du sud du continent jusqu'à l'équateur avec des partenaires, pas moins de 21 pays qui participent à cette initiative, des pays de l'Union européenne, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie également. C'est simplement pour vous montrer toute l'énergie, l'ampleur aussi des partenariats. L'Afrique aujourd'hui a vraiment un rôle à jouer dans le domaine des sciences et des technologies, prend ces questions très au sérieux, et en Namibie également. Des partenariats dans la gamma spectroscopie, 0,7 milliards de dollars américains investis. Voilà, pour vous montrer que de nombreux pays, et pas seulement l'Afrique du Sud, sont impliqués dans la science, dans la technologie, et ont la conviction qu'investir dans les sciences, la technologie et l'éducation, c'est le vrai investissement qu'il faut faire pour l'avenir, avec le rôle aussi des acteurs et actrices de demain. Bien sûr, chers collègues, dans toutes ces initiatives, toutes ces plateformes, nous avons rencontré des difficultés, évidemment, notamment lorsque ces participants et participantes rentrent dans leur pays, dans leurs institutions. Ils manquent d'accès à des équipements ou alors, soit les équipements n'existent pas, soit ils n'existent plus. Il y a une sorte de réticence de la part des institutions de renvoyer les jeunes gens à reparticiper à ce genre de programme en Afrique ou en dehors du continent africain pour se rendre dans des lieux où l'infrastructure est existante. Pourquoi? Parce que parfois le coût n'en vaut pas la chandelle. Voilà, malheureusement je dois vous interrompre, professeur Maza. Merci de nous avoir présenté ces quelques initiatives, de nous avoir parlé aussi des difficultés rencontrées. Un grand merci pour cela. Nous passons à présent à Madame le docteur Awa Bousso Dramé, qui est lauréate du prix L'Oréal Women in Science, le prix des jeunes. In Senegal and in Cabo Verde. Post-GIS. Thank you very much, Awa, for being with us today. And as a young scientist, how she can benefit health systems in Africa. Pourriez-vous nous expliquer votre expérience en Afrique comme jeune scientifique en Afrique et comment faire en sorte que vous puissiez, vous et d'autres puissent bénéficier de cet accès à distance?
Bonjour, Excellences, chers invités. Bon, avant de parler de partager des installations, je crois qu'il serait plus intéressant d'avoir plus de femmes dans les domaines STEM et de les faire participer au programme de recherche. Nous avons 32% des femmes selon de femmes dans le domaine des sciences en Afrique, selon le rapport des Nations Unies. Alors, il devrait y avoir plus de soutien et il devrait pouvoir avoir l'expertise. Il serait également intéressant de faire en sorte que les femmes restent à leur poste d'excellence. Il faut voir tout l'environnement de la recherche. Il faut que cet environnement soit sécurisé, protecteur, afin d'exploiter tout le potentiel des femmes. Et il faut des politiques inclusives en matière de genre au niveau universitaire. Quant à ces accès à distance pour la recherche, c'est vraiment une opportunité pour les femmes qui auraient ainsi accès à des équipements qui ne seraient pas disponibles en circonstances normales, que ce soit pour des raisons géographiques ou financières. Là, il y a la possibilité de travailler en réseau et de faire ce travail autour d'un laboratoire, et il y a également la possibilité de bénéficier de l'expérience des pairs ou d'identifier des partenaires dans des domaines similaires, voire différents. On peut ainsi valoriser l'expertise, créer des programmes de recherche conjoints avec des laboratoires équivalents ou complémentaires. Disons par exemple que je travaille sur un instrument de modélisation au Portugal, ou si j'ai besoin d'un truc de fluorescence sophistiqué pour une étude, et d'autres pourraient avoir ces équipements dans le laboratoire ailleurs, même en Tunisie par exemple. Alors, on peut avoir ce réseau de communication et c'est intéressant pour la recherche et pour la publication d'articles. Et il faut aller au-delà des simples installations parce qu'une fois qu'on fait la recherche, il faut communiquer les résultats de la recherche, il faut publier. Et là, on a besoin de faire participer les femmes dans ce continuum. Et à mon avis, ce serait l'occasion de faire en sorte que les femmes puissent poursuivre leur carrière scientifique et renforcer leurs expériences et expertises universitaires et scientifiques. Nous l'avons fait dans un projet qui s'appelle Field to Lab, du terrain au laboratoire, et c'est pour utiliser des systèmes de mesures scientifiques, et nous avons pu collaborer avec des femmes au Sénégal. Et il s'agit de recueillir les données, de partager les expériences. Nous avons par exemple la possibilité de se rendre sur le terrain, de prélever des échantillons d'eau et de faire les expériences scientifiques nécessaires. Et on peut le faire facilement si on a cette approche des laboratoires partagés. Et une fois qu'on connaît les personnes, et bien sûr, on a le commissaire de l'éducation, de la science et des technologies de l'Union africaine avec le programme GMF qui a une approche inclusive hommes-femmes. Et il y a les consortiums et tous les consortiums doivent avoir au moins 30% de femmes qui participent au projet en développement. Et dans ce contexte, le système de partager les installations des laboratoires pourrait attirer plus de femmes et les encourager à poursuivre leur travail dans le domaine STEM. Et enfin, comment
maintenir tous les équipements nécessaires, comment avoir la formation des techniciens, des enseignants et des apprenants, tout en prenant en charge les frais liés à ces activités. Et c'est là où on pourrait avoir, par exemple, de la part de l'industrie, un financement complémentaire, où on pourrait même répondre à une demande technique spécifique liée à un laboratoire donné. Et on pourrait ainsi créer un écosystème avec le capital humain et en créant une économie des connaissances universitaires et passer dans le domaine des politiques scientifiques afin d'avoir l'impact voulu dans le domaine des sciences. Merci de vos idées très intéressantes. Alors, merci à tous les intervenants. Nous avons eu une discussion très intéressante avec une diversité de points de vue et d'idées. Nous n'avons pas le temps pour les commentaires et réflexions, mais je vois que certains intervenants ont déjà répondu par écrit aux questions adressées par le forum chat. Je crois que nous avons eu plus de 190 participants de plus de 30 pays et plus de 22 pays africains. Alors, nous sommes ravis d'avoir eu ce contact avec des scientifiques dans différentes régions et bien sûr en Afrique. Nous avons vu différentes perspectives et nous avons entendu les questions et les explications au sujet de cette initiative. Alors, gardez les contacts. Nous allons lancer un appel et vous verrez comment adresser vos candidatures et comment bénéficier de cette initiative. Je voudrais vous signaler que nous avons la décennie internationale des sciences pour le développement durable à partir de 2024 et nous pourrons saisir cette occasion de sensibiliser le grand public aux sciences dans le monde. Nous vous en donnerons d'autres informations. Je crois qu'un collègue a mis une adresse mail et si vous avez des questions, adressez-les nous et nous essaierons de vous répondre. D'abord, je voudrais remercier l'équipe d'interprètes d'être restée pour ces quelques minutes supplémentaires. Merci à vous, madame. Et nous sommes maintenant à la fin de nos programmes et je voudrais donner la parole à Monsieur Xiaofeng Hu, directeur de la division des politiques scientifiques et des sciences fondamentales au secteur des sciences exactes et naturelles à l'UNESCO, qui va nous donner quelques idées sur la discussion d'aujourd'hui et il va nous faire quelques mots de clôture. Vous avez la parole, Xiaofeng. Eh bien, merci et félicitations pour ces discussions très intéressantes et fructueuses. Le son de l'intervenant, malheureusement, n'est pas audible pour les interprètes. One is we confirm that the remote access increment research facilities very critical for Africa scientists, for the research, for the science in Africa. And the second, I want to say, we do have the very practical and very feasible, the options to make it happen. And so we are very happy to conclude, there's so many different good practice, and we have the different approach. And also, we see so many different partners, they are ready to help. And third, and as Amal just also mentioned, and we will have the international decade of science for the sustainable development. And this decade, and we will more closely with Africa research communities, and we will do the mapping, we will do the needs assessment, and we will also working with a potential partner to really advance this remote access program that we have been put in our program, as our priority for the 2024 and 2025 in the next 2 years. We will continue to do this.
And with this, I would like to give the floor to my colleague, Mr. Ken Holmes. Je donne à présent la parole à mon collègue, Monsieur Keith Holmes, coordinateur de recherche programme UNITWIN Share UNESCO, secteur de l'éducation à l'UNESCO. Merci. Merci beaucoup. J'ai bien conscience qu'il me reste 30 secondes pour conclure. Le programme UNITWIN de l'UNESCO est le programme principal de coopération entre institutions de l'enseignement supérieur. Près de la moitié des participants aujourd'hui sont de ce réseau des chaires UNESCO. Merci pour votre participation. C'est une plateforme extraordinaire. Nous allons poursuivre cette série de séminaires. L'année prochaine, en 2024, nous organiserons un ensemble de séminaires des chaires UNESCO en préparation de nos idées, de notre réflexion d'intelligence collective, avec idéalement un document qui en émergera l'année prochaine. Voilà, merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir participé. Merci à nos collègues du secteur scientifique. Merci à tous et à toutes d'avoir été avec nous. Et je vous souhaite tout le meilleur pour la fin de l'année et l'année à venir. Merci beaucoup, Keith. Eh bien, il me semble que nous pouvons clôturer ce webinaire. Merci beaucoup pour votre participation et pour votre engagement. Nous nous réjouissons par avance de nous retrouver à nouveau très prochainement. Merci, bonne soirée, fin de journée, après-midi à tous et à toutes. Au revoir, merci.